Au début de l'été de 1941, alors que les colonnes allemandes s'enfonçaient dans l'immensité soviétique avec la certitude mécanique du Blitzkrieg, un choc inattendu fit vaciller toute la confiance du haut commandement. Là où les Panzer III et IV avaient écrasé l'Europe en quelques mois, leurs obus rebondissaient soudain sur une silhouette anguleuse dont les plaques inclinées déviaient chaque tir avec une insolence presque insultante. Les équipages allemands, habitués à avancer en maîtres absolus, se retrouvaient confrontés à un adversaire dont la combinaison de vitesse, de blindage et de puissance de feu semblait contredire toutes les certitudes accumulées depuis le début du conflit. Ce char soviétique, le T-34, surgissait des forêts ou des plaines boueuses comme une bête indomptable, et chaque unité qui le croisait envoyait des rapports empreints d'incrédulité et d'urgence. L'état-major comprit alors que l'invasion ne se déroulait plus selon la logique habituelle. Les anciens schémas d'écrasement rapide perdaient leur efficacité, car les projectiles allemands manquaient de pénétration, les moteurs souffraient dans la boue, et la silhouette basse du T-34 lui permettait d'apparaître et de disparaître avant que les canons allemands n'ajustent leurs tirs. L'arrogance initiale, bâtie sur les victoires de 1939 et 1940, se fissurait à mesure que les pertes augmentaient. La Wehrmacht n'était plus la seule à dicter le rythme du champ de bataille, et les officiers réalisèrent que la guerre de blindés venait de basculer vers une nouvelle ère. Face à cette réalité brutale, Hitler convoqua en urgence les principaux responsables de l'armement. Les ingénieurs, surpris par l'avance soviétique, furent sommés de concevoir un char capable non seulement d'égaler le T-34, mais surtout de le surpasser dans tous les domaines. Les discussions devinrent houleuses, car les données provenant du front montraient une supériorité inattendue des blindés adverses. Le blindage oblique, jugé trop complexe et inutile quelques années plus tôt, apparaissait maintenant comme la clé de la survie. La mobilité sur terrain meuble, facilitée par les larges chenilles, contredisait les dogmes allemands centrés sur la précision mécanique. Tout cela poussait à une remise en question profonde, presque humiliante, tant l'industrie allemande se considérait comme la référence absolue du génie technique. La décision fut prise de dépêcher une commission sur le front pour examiner les chars soviétiques capturés. Lorsque les ingénieurs observèrent de près les épaisseurs d'acier inclinées, les soudures simples mais robustes et la disposition interne fonctionnelle du T-34, ils comprirent que la menace ne relevait pas seulement de la quantité, mais d'une véritable innovation conceptuelle. Cette découverte accéléra une course contre la montre, car le haut commandement voulait un rival capable de percer l'armure soviétique à longue distance, de résister aux tirs ennemis et de se déplacer rapidement dans les pires conditions. Plusieurs constructeurs furent mis en concurrence pour donner naissance à ce nouvel engin. Les directives exigeaient un blindage supérieur à 40 mm, une vitesse pouvant atteindre 55 km/h et un canon 75 mm L-70, considéré comme l'arme indispensable pour rivaliser avec la puissance de feu ennemi. Derrière les murs des bureaux d'études, l'atmosphère était électrique, car les ingénieurs savaient que chaque mois perdu signifiait davantage de panzers détruits sur les plaines de l'Est. Pendant ce temps, sur le front, les équipages d'Allemands tentaient de compenser les faiblesses de leurs chars en utilisant des tactiques de contournement, mais le T-34 conservait l'initiative. La succession de rapports alarmants renforçait la pression sur Berlin. Hitler, convaincu que seule une machine révolutionnaire pourrait inverser la tendance, exigea que le futur char soit produit en urgence, quels que soient les risques techniques. C'est ainsi que commença la genèse du Panthère, un char pensé pour devenir l'arme décisive, mais qui porterait dès sa conception le poids d'une course précipitée, d'attentes impossibles et d'un calendrier irréaliste. Alors que Berlin exigeait une réponse immédiate à la menace venue de l'Est, la commission dépêchée par le haut commandement poursuivait ses investigations avec une intensité presque fébrile. Les chars soviétiques capturés étaient démontés pièce par pièce dans des hangars improvisés, transformés en véritables laboratoires de fortune. Les ingénieurs prenaient des mesures, comparaient les soudures, étudiaient les épaisseurs de blindage et notaient chaque détail susceptible de révéler la logique de conception ennemie. La conclusion devint rapidement incontestable. L'efficacité du T-34 ne tenait pas à un seul élément,
mais à une combinaison cohérente de choix techniques rationnels, pensés pour un front immense, hostile et imprévisible. Les rapports envoyés à Berlin décrivaient un blindé dont les plaques inclinées repoussaient naturellement les projectiles, un moteur simple mais robuste, capable de supporter des kilomètres de marche dans la neige ou la boue, et surtout une suspension tolérante à des terrains que les panzers allemands avaient toujours considérés comme impraticables. Les largeurs de chenilles, presque exagérées à première vue, se révélaient déterminantes pour ne pas s'enliser. Chaque caractéristique semblait répondre à une logique d'endurance totale, une philosophie très éloignée de la quête allemande de perfection mécanique. Cette découverte troubla profondément l'état-major, qui réalisait que l'Union soviétique avait misé sur la fonctionnalité avant la finesse technique. Transmettre cette vision à l'industrie allemande ne fut pas chose aisée. Dès l'annonce des spécifications, MAN et Daimler-Benz se lancèrent dans une compétition acharnée. Les deux géants, habitués aux projets d'envergure, virent dans cette commande une occasion unique de marquer l'histoire de la guerre blindée. Les réunions se succédaient à un rythme implacable, et chaque entreprise présenta rapidement des propositions radicalement différentes. Le projet Daimler-Benz, influencé par l'étude des chars soviétiques, adoptait une silhouette allongée, un moteur diesel et une tourelle déportée vers l'avant, lui donnant une allure extrêmement proche du T-34, au point d'inquiéter plusieurs officiers qui redoutaient une confusion en combat. De son côté, MAN proposait une version plus conforme aux traditions allemandes. Une tourelle centrale, un moteur à essence plus puissant et un blindage incliné inspiré du modèle soviétique, mais intégré dans une structure plus massive et ambitieuse. Les ingénieurs de MAN voulaient créer un char intermédiaire entre la finesse des Panzers et la robustesse du T-34. Cette combinaison leur permettait de promettre une machine à la fois maniable, capable de frapper à grande distance, et suffisamment résistante pour encaisser les tirs frontaux. Le concept séduisit plusieurs officiers techniques, mais suscita aussi des inquiétudes quant à la complexité mécanique. Lorsque les deux prototypes furent comparés, les débats explosèrent avec une virulence inattendue. Les partisans du projet Daimler-Benz affirmaient que copier la philosophie soviétique était la seule issue viable face aux réalités du front. Les défenseurs du projet MAN soutenaient qu'il fallait garder une identité allemande et viser un char plus sophistiqué, même si cela impliquait une maintenance exigeante. Hitler suivait personnellement les discussions et changeait d'avis presque chaque semaine, oscillant entre fascination pour les lignes soviétiques et obsession pour la supériorité technique. La décision finale fut prise dans un climat de tension palpable. Le ministère de l'Armement, après une évaluation approfondie, rejeta le prototype Daimler-Benz, principalement en raison de l'incompatibilité majeure avec la tourelle développée par Rheinmetall. Ce choix provoqua la colère de ceux qui espéraient une machine plus simple et plus rapide à produire. Pourtant, l'option MAN fut jugée la seule réellement exploitable à court terme. C'est ainsi que le futur Panther prit forme, non comme une simple copie de l'ennemi, mais comme une interprétation ambitieuse des leçons apprises à l'Est. Dès que la décision fut annoncée, les chaînes de production furent réorganisées à une vitesse stupéfiante. Les ingénieurs passaient des journées entières à redessiner certains éléments afin de gagner du temps, tandis que les usines tentaient de passer du papier à l'acier en un laps de temps irréaliste. La pression du calendrier était telle que plusieurs composants furent validés avant même d'être testés en conditions réelles. Dans l'esprit des décideurs, chaque semaine de retard signifiait davantage de pertes sur le front soviétique, ce qui justifiait toutes les prises de risques. Cette précipitation créa un paradoxe. Plus le Panther avançait sur le plan technique, plus il devenait lourd, complexe et exigeant, menaçant de dépasser les capacités industrielles du Reich. Pourtant, personne n'osait ralentir le processus. Les attentes étaient colossales, car on espérait que cette machine deviendrait l'arme capable de renverser la situation à l'Est avant que l'armée rouge ne reprenne définitivement l'initiative. Une fois le choix du châssis de MAN acté, la machine administrative du Reich s'emballa avec une brutalité qui dépassa même les prévisions des ingénieurs. Les ateliers reçurent l'ordre de transformer leurs installations du jour au lendemain, et les équipes de conception furent contraintes d'adapter en urgence des éléments entiers pour respecter le rythme imposé depuis Berlin. Dans ce climat d'urgence, chaque jour donné à la réflexion était perçu comme une menace directe pour les unités qui combattaient déjà sur le front oriental.
Le Panther, encore à l'état de prototype imparfait, devint soudain la priorité absolue de l'ensemble de l'industrie de l'armement. Les premiers modèles de pré-série sortirent des usines dans un état qui reflétait parfaitement cette précipitation. Certains composants manquaient encore d'ajustement, les circuits de refroidissement étaient instables, et la transmission peinait à supporter la masse croissante du blindé. Pourtant, ces défauts étaient relégués au second plan, car le Reich vivait sous l'obsession d'être prêt pour la future opération qui devait, selon Hitler, briser l'armée rouge en un seul coup décisif. Cette offensive, déjà nommée en secret, exigeait que le Panther soit disponible en quantité considérable afin de renforcer les divisions blindées qui devraient mener l'assaut. Comme la demande dépassait largement la capacité réelle de production, le ministère de l'Armement ordonna de réduire ou de contourner certaines étapes essentielles. Les essais sur banc furent écourtés, les procédures d'endurance raccourcies, et plusieurs anomalies, dont la gravité aurait justifié un retour complet à la planche à dessin, furent simplement annotées pour traitement ultérieur. Les ingénieurs, conscients du danger, tentèrent d'alerter leurs supérieurs, mais la logique de guerre totale dictait désormais les décisions. L'injonction était simple et irrévocable. Livrer le maximum de blindés, quel qu'en soit l'état. Au fil des semaines, la situation devint encore plus préoccupante. L'augmentation du blindage, décidée pour résister aux tirs soviétiques, avait un impact considérable sur le poids du véhicule. Chaque épaisseur ajoutée alourdissait un ensemble mécanique déjà poussé à ses limites. La suspension à barre de torsion, pourtant avancée, supportait mal cette surcharge constante. Les moteurs Maybach, conçus pour des chars plus légers, devaient désormais déplacer une masse qui frôlait les 50 tonnes. Cette tension permanente se traduisait par des surchauffes chroniques et des pannes soudaines dès les premiers kilomètres. Le plus inquiétant restait la transmission, qui se révélait particulièrement vulnérable. De nombreux prototypes s'immobilisaient brutalement au cours des essais, incapables de supporter les changements de vitesse répétés auxquels ils étaient soumis. Les réparateurs, parfois dépêchés directement en usine, travaillaient sans relâche pour compenser des défauts structurels impossibles à résoudre en quelques semaines. Malgré cela, Hitler exigeait d'accélérer encore, convaincu que chaque Panther produit rapprochait le Reich de la victoire finale. Lorsque les premiers convois de Panther furent envoyés vers les unités destinées à participer à l'offensive, les officiers chargés de les recevoir comprirent immédiatement que quelque chose n'allait pas. Plusieurs chars arrivaient déjà endommagés, avec des fuites d'huile, des problèmes électriques ou des équipements incomplets. Certains manquaient même de leurs mitrailleuses, faute de temps pour les installer. Cette situation provoqua un malaise considérable au sein des divisions blindées, car il était évident que ces machines, aussi impressionnantes soient-elles, n'étaient pas prêtes à affronter les rigueurs du combat. Pourtant, l'ordre de mise en service tomba sans la moindre possibilité de négociation. Les équipages, souvent formés dans la précipitation, recevaient à peine le temps d'apprendre les subtilités d'un blindé dont la complexité dépassait tout ce qu'ils avaient connu auparavant. L'intérieur du Panther, rempli de composants sophistiqués, exigeait une coordination parfaite entre les 5 membres d'équipage. La moindre erreur pouvait provoquer une panne ou compromettre l'efficacité du canon 75 mm L-70, dont la puissance était pourtant l'un des atouts majeurs du nouveau char. Alors que les jours s'écoulaient et que l'offensive approchait, les commandants observaient avec inquiétude l'état réel de leurs forces blindées. Les listes de véhicules en réparation s'allongeaient sans pause, et la proportion de chars réellement opérationnels chutait avant même le premier engagement. Les mécaniciens, débordés, tentaient de remplacer des pièces trop fragiles ou mal conçues, mais chaque réparation ne faisait que retarder l'inévitable constat. Le Panther, dans sa forme actuelle, n'était pas encore l'arme révolutionnaire que Berlin espérait. Pourtant, malgré les signaux alarmants, personne n'imagina annuler ou retarder son déploiement. L'ensemble de la stratégie allemande reposait désormais sur l'idée que ces blindés redoutés seraient capables de briser les lignes adverses dès les premiers instants de la bataille. Les divisions blindées, persuadées qu'elles allaient disposer d'un atout décisif, préparaient leur plan d'attaque avec une détermination fébrile. Les équipages montaient dans leurs Panthers avec un mélange d'orgueil et d'appréhension, conscients d'être les premiers à conduire ces monstres d'acier dans une offensive qui devait redéfinir la guerre mécanique. À l'aube du jour fixé pour l'assaut,
Les moteurs commencèrent à rugir les uns après les autres, couvrant la campagne d'un grondement métallique. Les colonnes se mirent en mouvement, et le destin du Panthère allait se jouer sur les plaines de l'Est, dans un affrontement dont l'enjeu dépassait largement celui d'un simple prototype mis trop tôt au combat. Lorsque les Panthères s'engagèrent leur première avancée au matin de l'offensive, un mélange d'excitation et d'appréhension parcourut les équipages. Les blindés progressaient en longues colonnes parfaitement alignées, soulevant des nuages de poussière qui se mêlaient à l'odeur d'essence chauffée par la mécanique encore fragile. Dans l'esprit des commandants, ces silhouettes anguleuses devaient ouvrir la voie en brisant les premières lignes soviétiques avec une violence fulgurante. Pourtant, à peine quelques kilomètres avaient été franchis qu'un spectacle inquiétant apparut dans les rétroviseurs. Un Panthère s'immobilisait brutalement, puis un autre ralentissait avant de s'arrêter complètement. Des fumées sombres s'élevaient de compartiments moteurs, trahissant un problème déjà redouté par les mécaniciens. La progression, censée être rapide et coordonnée, se transforma alors en une série de haltes improvisées. Les conducteurs tentaient désespérément de redémarrer leurs machines, mais les transmissions se bloquaient, les embrayages cédaient ou les moteurs surchauffaient au point de rendre le blindé inutilisable. Les officiers, incrédules, observaient ces pannes en cascade qui défilaient devant leurs yeux alors que les unités soviétiques se préparaient déjà à défendre leur position. Le terrain légèrement vallonné exerçait une pression supplémentaire sur la mécanique allemande, révélant des faiblesses que personne n'avait eu le temps de corriger avant l'assaut. Ceux qui parvinrent à maintenir leurs moteurs en vie se retrouvèrent bientôt à portée des défenses adverses. Les Panthères s'ouvrirent le feu avec leurs canons 75 mm L-70, projetant des obus capables de traverser les blindages soviétiques à longue distance. Plusieurs T-34 furent touchés avant même d'avoir pu répliquer, et cette précision impressionnante suscita un bref regain de confiance parmi les équipages. Les commandants allemands, voyant les premiers succès, ordonnèrent d'intensifier l'assaut afin de profiter de cet effet de surprise. La puissance de feu du Panthère semblait enfin s'exprimer comme prévu, offrant un contraste saisissant avec les heures précédentes dominées par les pannes. Cependant, l'euphorie fut de courte durée. En avançant davantage, les Panthères s'enfoncèrent dans des zones minées et fortement piégées par les Soviétiques. Les explosions retentissaient à intervalles irréguliers, provoquant des dommages sévères sur les roues entrelacées et les suspensions déjà fragilisées par le surpoids. Plusieurs blindés furent immobilisés sans même avoir été touchés par l'artillerie, rendant encore plus évidente la vulnérabilité mécanique du nouveau char. Les équipages tentaient tant bien que mal de sortir sous les tirs ennemis pour évaluer les dégâts, mais chaque tentative se soldait par de nouvelles pertes. À mesure que la bataille s'intensifiait, les problèmes internes se multipliaient. Des flammes s'échappaient parfois des espaces proches de la transmission, transformant certains Panthères en véritables pièges mortels pour leurs propres équipages. Les radios signalaient des incendies spontanés, provoqués par des fuites d'huile qui entraient en contact avec des éléments surchauffés. Les mécaniciens du front, débordés, tentaient d'intervenir entre deux salves d'artillerie, mais les dégâts dépassaient largement les réparations réalisables sur place. Les transmissions, sollicitées à l'extrême par le terrain accidenté, rendaient l'âme l'une après l'autre, et les chars qui s'arrêtaient devenaient des cibles faciles pour les obus soviétiques. Malgré ce chaos mécanique, une minorité de Panthers continuait d'avancer avec une détermination presque irréelle. Ceux qui restaient opérationnels démontraient une efficacité redoutable. Leurs équipages, conscients qu'ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes, utilisaient la portée impressionnante de leurs canons pour neutraliser des blindés adverses avant que ces derniers ne parviennent à répliquer. Chaque tir précis ravivait l'espoir que le Panthère puisse encore jouer un rôle décisif dans l'issue de l'offensive. Toutefois, à mesure que les heures passaient, le nombre de chars en état de combattre diminuait inexorablement. Dans les états-majors avancés, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Les rapports envoyés au fur et à mesure de la journée dressaient un tableau alarmant. Sur l'ensemble des Panthers engagés, une proportion significative avait déjà été mise hors service, non pas par l'ennemi, mais par les défauts structurels nés de la production précipitée. Les officiers tentèrent d'analyser la situation pour comprendre comment une arme annoncée comme révolutionnaire pouvait se révéler si instable au moment où la bataille exigeait une fiabilité totale.
La confusion gagna les unités à mesure que les lignes de communication étaient saturées par les demandes de réparation et les appels à l'aide. Les commandants réalisèrent que même les Panthers encore fonctionnels étaient isolés et se retrouvaient souvent contraints d'agir seuls, sans soutien suffisant de l'infanterie ou des blindés plus légers. Ce manque de coordination rendait chaque progression périlleuse, et les équipages savaient qu'un simple incident mécanique pouvait les condamner. Alors que le soleil se couchait sur les champs labourés par les obus, il devint évident que la journée n'avait pas tenu ses promesses. Les Panthers avaient certes infligé des pertes considérables aux blindés soviétiques, mais leur disponibilité opérationnelle était tombée à un niveau catastrophique. Dans la pénombre du crépuscule, les silhouettes immobiles des chars en panne semblaient symboliser un constat que beaucoup redoutaient déjà. L'arme censée assurer la domination blindée du Reich risquait de devenir un poids insurmontable si ses défauts n'étaient pas corrigés au plus vite. Lorsque les opérations se poursuivirent après la débâcle initiale, les techniciens du Reich s'acharnèrent à comprendre pourquoi une machine aussi ambitieuse s'était montrée incapable de tenir la cadence imposée par la bataille. Les retours envoyés depuis le front furent analysés ligne par ligne, et une longue liste de modifications urgentes fut établie. Des équipes spécialisées furent dépêchées auprès des unités pour inspecter des chars encore récupérables. Le constat, aussi sévère qu'inévitable, imposa une révision profonde du Panther afin de transformer ce colosse fragile en un véritable outil de guerre durable. Les ingénieurs se concentrèrent d'abord sur les systèmes les plus vulnérables. La transmission, point faible majeur, fut renforcée à l'aide de composants plus robustes, capables de supporter les charges imposantes du blindé. Le moteur reçut plusieurs améliorations afin de réduire les risques de surchauffe, et le circuit de refroidissement fut entièrement repensé pour éviter les flambées soudaines observées sur le terrain. Des ajustements furent également apportés aux chenilles, dont la résistance devait désormais permettre de parcourir de longues distances sans se rompre sous la pression du terrain ou des manœuvres rapides. Peu à peu, ces transformations donnèrent naissance à une version plus stable, connue sous le nom d'Ausführung A. Les unités qui reçurent ces nouveaux modèles constatèrent immédiatement une amélioration tangible dans la capacité du char à endurer les tensions du combat. Bien que les problèmes n'aient pas totalement disparu, les Panthers révisés étaient plus fiables et plus résistants que leurs prédécesseurs, ce qui redonna un peu de confiance aux équipages. Ces derniers apprirent également à mieux exploiter la longe impressionnante du canon L-70, qui permettait de neutraliser les blindés adverses avant même qu'ils ne parviennent à atteindre leur portée idéale. Pendant ce temps, la pression du conflit s'intensifiait à mesure que les forces allemandes se voyaient contraintes de défendre plusieurs fronts simultanément. Dans ce contexte, le Panther devint progressivement la pièce maîtresse des groupes blindés, supplantant d'anciens modèles désormais trop limités face aux évolutions adverses. L'apparition de la version Ausführung G, renforcée par un blindage retravaillé et par des optimisations structurelles, marqua l'apogée du programme. Ce modèle fut considéré par de nombreux officiers comme l'équilibre idéal entre protection, mobilité et puissance de feu, malgré les difficultés chroniques d'entretien. L'année 1944 vit l'engagement des Panthers à une échelle inédite. Sur le front de l'Est, où les offensives soviétiques gagnaient en intensité, les chars allemands se trouvaient confrontés à un flot croissant de blindés ennemis. Les Panthers, mieux préparés qu'auparavant, démontrèrent une efficacité redoutable lorsque les conditions étaient favorables. Leurs canons pouvaient détruire un T-34 ou un Sherman à des distances auxquelles ces derniers avaient du mal à riposter. Dans les zones boisées ou vallonnées, leur silhouette plus basse et leur blindage frontal imposant leur donnaient un avantage tactique indéniable. Plusieurs combats locaux virent des Panthers tenir leur position contre des forces numériquement supérieures, repoussant des attaques avec une détermination acharnée. Sur le front occidental, leur présence fut également marquante. En Normandie, puis durant les batailles autour de Caen et dans les haies du Bocage, les Panthers posèrent de sérieux problèmes aux divisions britanniques et américaines. Les équipages alliés comprirent rapidement que la seule manière réaliste de vaincre ces blindés consistait à coordonner leur feu, à attirer les Panthers dans des zones défavorables ou à viser leurs flancs plus vulnérables. Plusieurs rapports alliés mentionnaient qu'il fallait parfois solliciter 3 ou 4 Sherman pour venir à bout d'un seul Panther,
ce qui nourrissait l'aura quasi mythique de ce char au sein des troupes adverses. Pourtant, ces succès tactiques ne purent masquer les difficultés stratégiques toujours présentes. L'entretien d'un Panther nécessitait des moyens considérables, et chaque avancée soviétique ou bombardement allié réduisait davantage la capacité du Reich à produire et réparer ses blindés. Les usines, déjà affaiblies, subissaient des attaques aériennes répétées qui ralentissaient de manière dramatique l'approvisionnement en pièces détachées. À mesure que la guerre approchait de son dernier acte, les Panthers sortaient des chaînes avec une régularité de plus en plus incertaine, tandis que les stocks de carburant diminuaient à un rythme alarmant. Lorsque le conflit atteignit son crépuscule, les Panthers encore opérationnels devinrent des reliques d'une ambition désormais irréalisable. Dans les ruines des villes allemandes, ils étaient parfois utilisés comme points d'appui improvisés, bloquant les rues et offrant un dernier espoir de ralentir l'avancée alliée. Sur le front oriental, quelques unités tentaient encore de mener des contre-attaques locales, mais l'absence de soutien logistique condamnait ces efforts avant même qu'ils aient une chance de porter leurs fruits. Plusieurs Panthers furent abandonnés faute de carburant, leurs équipages préférant saboter la mécanique plutôt que de les laisser intacts à l'ennemi. Dans les derniers jours de la guerre, certains de ces blindés participèrent encore à des combats isolés, témoignant de la volonté des équipages de continuer malgré l'inévitable. Chaque Panther encore en état de tirer représentait un fragment de la stratégie que le Reich avait rêvé de mettre en œuvre 2 années plus tôt. Pourtant, la réalité s'imposait. Même perfectionné, même amélioré, le Panther n'avait jamais eu l'occasion de déployer tout son potentiel dans un environnement stable et soutenu. Sa complexité, son coût et les exigences extrêmes du front avaient condamné ce char à rester un géant inachevé, une arme trop ambitieuse pour un Reich qui s'effondrait sous son propre poids. Ainsi se referme l'histoire du Panther, un char qui aurait pu transformer les batailles s'il avait vu le jour dans un contexte différent. Brillant par sa conception, redoutable sur les rares terrains où les conditions lui étaient favorables, mais miné par les faiblesses d'un empire incapable de lui fournir les ressources nécessaires, il demeura l'un des symboles les plus frappants d'une guerre où l'ingéniosité technique ne suffisit jamais à compenser l'épuisement d'une nation entière.